Échos. Amérique, je t'aime moi non plus, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Vous avez reconnu l'hymne américain derrière moi. Alors il est un sentiment pour lequel la France est particulièrement réputée, c'est son anti-américanisme. La France n'en a pas le monopole bien sûr, mais cet anti-américanisme est peut-être un peu plus vif chez nous que n'importe où ailleurs en Europe. Alors on n'a pas souvent lu en effet à la une d'un grand quotidien français comme au lendemain du 11 septembre le titre Le Monde, nous sommes tous américains. Bonjour Philippe Roger. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes historien, professeur titulaire à l'université de Virginie, dont vous revenez il y a quelques jours seulement, auteur d'un ouvrage alors qui date un peu, paru il y a 20 ans, mais il y a des permanences qui font qu'il est toujours d'actualité. Ce livre s'appelle L'ennemi américain, généalogie de l'anti-américanisme français, c'est aux éditions du Seuil. Première question liée à l'actualité de la visite d'État d'Emmanuel Macron, Philippe Roger. Alors je vais vous citer deux phrases, celle qu'a prononcée Joe Biden hier: les États-Unis ne pourraient pas espérer de meilleurs partenaires que la France avec qui travailler. Et Emmanuel Macron qui lui répond: on veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre. Est-ce ainsi qu'on parle à un ami, à un allié, à son plus vieil allié, si oui, je crois que c'est assez caractéristique de ce « je t'aime moi non plus » qu'il faut en tout cas afficher. Et je crois que tout ça est très calculé, très millimétré, c'est-à-dire bien entendu, les choses étant ce qu'elles sont et la guerre d'Ukraine, ce que nous savons, il y a en ce moment un moment de rapprochement qui est indéniable. Mais il faut afficher une pointe d'anti-américanisme. Je crois qu'il faut absolument, pour un dirigeant français, afficher une pointe d'anti-américanisme. Souvenons-nous, évidemment, ça remonte là aussi un peu loin, souvenons-nous d'un de nos hommes politiques qui n'était loin d'être le pire, Michel Rocard, qui a traîné toute sa vie l'étiquette de gauche américaine, comme une sorte d'étiquette d'infamie. Je crois qu'il est absolument indispensable pour un dirigeant politique français aujourd'hui, comme ça l'était il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans, de montrer la petite différence, de montrer que de toute façon, nous sommes alliés, mais nous avons notre mot à dire. Enfin, c'est le problème de l'hégémonie. Il y a quelque chose qui fait problème, c'est cette idée de l'Amérique dominatrice. Cette masse dominante. Cette masse dominante. La grande puissance de notre temps, nous l'avons été, nous aussi, par le passé, la France. Mais bon, il y a un moment où ça bascule, et je crois que c'est le moment précisément où ce que j'appelle l'anti-américanisme, qui est pas du tout une manière de s'opposer. Quand on a à s'opposer, il faut le faire. Mais c'est plutôt une sorte de base continue, un discours partagé, très consensuel en France, même s'il est plutôt situé aux deux extrêmes. On l'a bien vu dans le vote de mercredi à l'Assemblée, qui est quand même tout à fait intéressant. Donc cette résolution... La résolution de mercredi contre l'agression russe en Ukraine, oui. Où deux partis refusent de voter s'abstiennent. La France Insoumise et le Rassemblement National. C'est le Rassemblement National, la France Insoumise. C'est intéressant parce qu'on retrouve là une de ces permanences que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire... Vous voulez dire, quand on vote sur l'Ukraine, en réalité, on vote pour ou contre l'Amérique? Exactement, c'est mon sentiment. Il peut y avoir bien sûr une manière d'être systématiquement dans l'opposition. Il ne faut pas la sous-estimer. Mais à l'évidence, c'est contre l'Amérique qu'on vote dans ce cas-là. Et ce qui est intéressant, c'est le rassemblement droite extrême, ou en tout cas droite très nette, et extrême gauche, parce que c'est de l'histoire ancienne. Alors justement, ça remonte à quand? Il y a une phrase dans votre livre que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Vous dites: avec l'Amérique, on n'est jamais en guerre, nous ne l'avons jamais été, en revanche toujours en dette. Oui, nous sommes la seule grande puissance européenne qui n'ait jamais été en guerre. Les Anglais, bien sûr, les Espagnols, 1898, très important, la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, où la France prend le parti de la monarchie espagnole. L'opinion publique s'enflamme pour la pauvre Espagne attaquée à Cuba en 1898. Bon, ne parlons pas des autres puissances, Italie, Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous, jamais de guerre, des quasi-guerres, parce qu'on oublie un petit peu que à l'issue de la Révolution américaine et de la Révolution française, il y a un moment de quasi-renversement des alliances. Oui, d'hésitation des Américains. Est-ce qu'on prend parti pour les Britanniques ou bien pour les Français? Et Talleyrand avait, avec beaucoup de lucidité, il avait compris que, il avait inventé déjà dans sa tête la special relationship, c'est-à-dire le fait que l'Amérique était vouée à se rapprocher de l'Angleterre à court terme. Et il le dit
à la fin du XVIIIe siècle, alors que la Révolution est encore là. Donc dans l'anti-américanisme français, vous dites qu'il y a quelque part le sentiment d'une ingratitude, le reproche d'une ingratitude à l'égard de l'Amérique. Mais il y a ce thème de l'ingratitude qui court à travers toute notre histoire commune. C'est d'ailleurs très intéressant que le président Macron aille en Louisiane, parce qu'au fond, c'est un peu le problème, la Louisiane, quand on parle de la cession de la Louisiane aux Américains, la vente par Napoléon, qui a stupéfait... Pour quelle somme? 30 millions de dollars, c'est ça à l'époque? C'était très peu, c'était peanuts, si j'ose dire. Et ça a stupéfait les plénipotentiaires américains, qui ne s'attendaient pas du tout à une offre pareille, parce que ce n'était pas la Louisiane d'aujourd'hui, c'était un territoire qui était beaucoup plus grand que les colonies les ex-colonies anglaises. Il n'y avait pas de frontière sur la partie ouest, on va ça dire. Ça remontait à travers tout l'Ohio, le Mississippi, jusqu'au Canada. Donc il y a un premier problème, on a perdu cet énorme territoire, on l'a vendu, et puis ensuite il y a le problème des dettes, qui revient périodiquement. Les premières crises au 19e, c'est parce que on a attaqué sous Napoléon des navires américains de commerce dans le cadre du blocus continental, et on veut nous faire payer les indemnités. Et puis ça recommence. Et on est en dette, on a les dettes de guerre qu'on doit payer après 1914-1918. Donc il y a le sentiment que nous avons fait beaucoup, mais que les États-Unis nous réclament des arriérés. Alors d'ailleurs, vous citez dans votre ouvrage ce sondage de l'Institut Gallup fin 44, quand même, le débarquement n'est pas très loin. On pose la question à des Français, quelle est la puissance qui a le plus contribué à la défaite du nazisme? Eh bien, l'URSS arrive très très largement en tête dans les réponses des Français, avec 2 fois plus de réponses que l'Amérique, les États-Unis. Oui, c'est intéressant. Ça aussi, c'est l'ingratitude des Français à l'égard de l'Amérique, ça. Oui, alors on peut trouver des tas de circonstances atténuantes, en particulier le fait que les batailles se déroulaient en Europe, c'est-à-dire l'Union soviétique se battait. Oui, les bombardements du Havre, détruits, la guerre américaine se passait beaucoup dans le Pacifique, elle était lointaine, moins visible par les Français occupés. Donc on peut trouver des... Mais ce qui est intéressant, puisque vous parlez de sondage, je trouve tout à fait passionnant les sondages multiples sondages qui ont eu lieu au moment de la crise irakienne, il y a juste 20 ans. Il y a un moment où là on voit qu'on va vers la deuxième guerre d'Irak, et il y a un sondage dans tous les pays européens qui est fait pour dire où en est votre opinion favorable ou défavorable des États-Unis. Et alors dans tous les pays voisins, Italie, Allemagne, même l'Angleterre, la chute d'image est colossale. Et en France, elle reste égale. Alors on est stupéfait, elle bouge d'un point, c'est-à-dire ça veut rien dire en statistique. Et en fait, ça reste égal parce qu'on est déjà au sommet. Il est difficile de faire mieux, de l'anti-américanisme. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième guerre d'Irak, à laquelle nous ne participons pas, n'aggrave pas la situation. C'est ça la base continue. C'est peut-être ça qui est en train de changer un peu, puisqu'il faut quand même un peu que j'actualise mes chiffres. C'est-à-dire que j'ai l'impression il y a un retour de l'Amérique dans le cœur des Français, vous pensez? Il n'y a pas forcément un retour de l'Amérique, mais je dirais que les réactions des Français sont peut-être un peu plus indexées à l'événementiel, à la situation de crise. On le voit très bien avec les réactions aux présidences. La présidence Obama a fait remonter les opinions favorables de manière considérable en France. La présidence Trump écroulée. Et ce qu'on a moins remarqué, c'est que quand Joe Biden accède au pouvoir, l'image favorable en France remonte très rapidement et de manière très sensible. Très intéressant. Je renvoie les auditeurs d'Europe 1 à votre livre, Philippe Roger, à réactualiser donc, mais véritablement c'est une mine d'informations. L'ennemi américain, généalogie de l'anti-américanisme français, c'est aux éditions du Seuil. J'ai vérifié, ça se trouve encore assez facilement. Merci d'être venu nous voir, Philippe Roger. Bonne journée à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée, 7h22 sur Europe 1.